Aujourd'hui, mardi 4 décembre, nous nous trouvons à Herblay, à l'espace André Malraux. Après avoir assisté à la représentation de Don Juan, nous avons la chance de rencontrer Laurent Rogero, le metteur en scène et comédien. Pouvez-vous nous présenter rapidement la pièce de Don Juan? Je viens de le faire, et pas seulement rapidement, mais en long, en large. Don Juan, vous l'avez vu, c'est l'éternel consommateur, le libéral avant l'heure, voilà, celui qui veut jouir sans entrave ou qui décide de profiter de tous les plaisirs de la vie sans forcément en payer le prix, sans assumer les conséquences de ses actes, que ce soit vis-à-vis des femmes. Il est un peu connu comme un éternel séducteur qui promet le mariage et qui ne tient jamais sa promesse. Mais on peut dire qu'il fait ça avec les hommes aussi. Alors c'est pas le mariage qu'il leur propose évidemment, mais il emprunte de l'argent à son banquier, Monsieur Dimanche, et il ne le lui rend pas. Il promet des choses aux frères d'Elvire, au père, et il ne tient pas ses promesses. Voilà, c'est l'éternel trompeur qui choisit de vivre pour le plaisir, comme il le dit lui-même, songeant à ce qui nous peut donner du plaisir. Voilà, c'est son truc. Pourquoi avoir choisi d'adapter Don Juan parmi toutes les pièces de Molière? Il y a plusieurs raisons. Elle a une particularité, je trouve, cette pièce, c'est que elle n'est pas exclusivement comique, enfin, elle ne cherche pas seulement les effets comiques, elle mélange les genres, c'est-à-dire la comédie, le drame, on pourrait dire aussi le fantastique. C'est-à-dire que c'est une pièce où il y a un fantôme, il y a une statue qui parle, il y a même une tête de mort qui apparaît à la fin, il y a l'enfer qui s'ouvre. Donc des éléments que j'aime bien. En fait, j'aime bien mélanger les genres. C'est pour ça que j'ai choisi cette pièce. Et puis, contrairement à beaucoup de pièces de Molière, c'est une pièce qu'on peut dire, qu'on appelle pièce à décor. C'est-à-dire que ça se passe dans plusieurs décors différents. Je l'appellerais volontiers une sorte de road movie. En fait, ça se passe... c'est un homme qui fuit, en quelque sorte, les gens qui lui courent après. Et dans les mises en scène que j'en ai vues, ça amène pas mal de décors, pas mal de personnages qui passent, qui ne reviennent pas forcément. Et ça peut amener à brouiller la lecture, l'écoute du texte. En tout cas, moi, quand je suis revenu au texte, j'ai lu des choses dans le livre que je n'avais pas entendues dans les mises en scène que j'ai vues. Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à dépouiller pour mettre en valeur le texte, et en particulier l'échange entre Don Juan et Sganarelle. Donc voilà, le projet est parti de là, essayer de dépouiller. J'ai enlevé du texte d'ailleurs, j'ai enlevé tout ce que je pouvais comme décor, comme acteur. Je suis allé jusqu'au maximum de ce qu'on pouvait aller, j'en ai gardé plus qu'un seul. Voilà, enlever un maximum d'accessoires et essayer de garder le minimum de signes pour mettre en valeur le texte, pour pouvoir l'adresser directement au public. Chose qui, je crois, peut lui donner un relief nouveau, puisque dans les mises en scène classiques, entre guillemets, on joue toujours de profil. On balance le texte à son partenaire comme ça, et il vient par ricochet, si j'ose dire, au public, alors que là, je l'adresse directement au public. Donc c'était une manière de le rafraîchir, entre guillemets. Mais là, ça dépasse la question du choix de Don Juan. Est-il plus facile de faire des choix de mise en scène quand on est seul acteur, ou est-il plus aisé d'être dirigé par un metteur en scène? Pour moi, c'est un peu mon cheval de bataille. C'est plus facile quand on est un acteur seul. Plus facile de négocier avec soi-même que de négocier avec quelqu'un d'autre. Si j'ai fait ce travail comme ça, c'est-à-dire seul, c'est parce que je suis acteur de formation, mais je suis aussi metteur en scène. Et je suis devenu metteur en scène, je crois, par souffrance d'acteur. Et souffrance de la négociation difficile avec des metteurs en scène. En sortant de formation, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais été formé pour obéir aux metteurs en scène. Et alors, je suis peut-être désobéissant par nature, je ne crois pas, pourtant je suis assez docile, mais j'ai envie de discuter. Et bien souvent, je me suis rendu compte que c'est pas ça qu'on attendait de moi. Et je crois que c'est un écueil du théâtre du XXe siècle et de la toute-puissance du metteur en scène, puisque c'est l'histoire du XXe siècle pour le théâtre.
L'écueil, c'est que je crois que bien souvent, l'acteur a perdu de son pouvoir, de sa liberté, de sa responsabilité dans le cadre de la représentation, de sa responsabilité du théâtre, parce que c'est un peu le metteur en scène qui a tout pris. Et finalement, beaucoup d'acteurs, je l'ai vécu sur le plateau, je l'ai vécu de l'autre côté en dirigeant les acteurs, sont habitués à jouer la représentation idéale érigée par le metteur en scène. Donc voilà, il se trouve que ça ne me convient pas. Je trouve que ça fait des acteurs souvent pas très vivants, qui ne me surprennent pas. Je vois qu'ils jouent un objet, une image, une idée, qui est souvent pas la leur, mais celle du metteur en scène. Et donc à partir de là, que je suis obligé de résumer là, pour aller un peu vite, forcément je préfère soit être seul pour pouvoir être complètement libre, et c'est-à-dire complètement responsable de la relation au public, et c'est-à-dire que forcément il y a une mise en scène qui est fixée, mais par contre l'interprétation n'est pas fixée, c'est-à-dire que je fais vraiment en fonction de ce qui se passe avec le public. Et si j'avais l'impression qu'il y avait un metteur en scène, un troisième œil, une tierce personne qui me regarde et qui attendait je ne sais quel résultat de cette rencontre, je serais sans doute gêné dans cet échange libre que j'ai avec le public. Bon, après, le problème reste entier, parce que je ne joue pas toujours seul, et heureusement, le théâtre, c'est pas toujours un homme seul. Reste entier quand je redeviens metteur en scène, comme en ce moment, où je mets en scène 5 comédiens, avec un important travail de mise en scène, d'objets, et où j'essaie de leur transmettre ça, c'est-à-dire reprenez le pouvoir au metteur en scène. Ça me met dans une position paradoxale, je les dirige, et en même temps, je leur dis, ne vous laissez pas diriger. J'essaie de les entraîner à ne pas penser à ma place, à ne pas obéir, à ne pas suivre, mais à devenir des acteurs, des créateurs autonomes et responsables de ce qui va se passer pendant 1 heure et demie dans la rencontre avec le public. Pourquoi avoir choisi d'interpréter cette pièce seule ? Pour certaines raisons que je viens de dire, aussi parce que Don Juan, quand je l'ai relu, ce qui m'a frappé, c'est que c'était un homme nécessairement seul, dans la mesure où justement il coupe toute possibilité de relation. Il est appelé à être extrêmement solitaire, et voilà, je me suis dit que le jouer seul, ça pouvait mettre en valeur ça. Et puis aussi, le jouer seul, donc c'était à visage découvert, prendre un masque pour Sganarelle, c'était mettre en valeur ça pouvait mettre en valeur le texte, l'échange Don Juan Sganarelle, comme je disais, et surtout mettre tous les autres personnages sur un autre plan, c'est-à-dire sur le plan d'objets ou de marionnettes, qui plus est créées pendant le spectacle, détruites pendant le spectacle, ça pouvait, à mon avis, mettre en valeur quelque chose du rapport de Don Juan à autrui, c'est-à-dire comme s'il se servait des gens, les créait et les manipulait, pas seulement donc au figuré mais au propre. Là. Enfin, il y avait un écho là avec la matière, je la manipule et voire je la détruis quand ça m'arrange. Donc ce côté homme seul qui en use avec les gens comme avec des objets ou de la matière façonnable à l'envie, il me semblait que ça pouvait avoir un sens, plutôt des sens, des sensations, ça pouvait provoquer des sensations chez le public qui ferait écho avec ce que raconte au fond cette pièce. Il me semblait que cette solitude, voilà, et cette façon d'en user avec les autres comme avec des objets pouvait parler de Don Juan. Vous créez les personnages en modelant de l'argile. Comment vous est venue cette idée ? J'utilise régulièrement la marionnette. Comme j'ai une approche un peu particulière de la marionnette, je l'envisage non pas comme un médium au service duquel je serai, mais je le mets à mon service. Je suis, comme je dis parfois, non pas quelqu'un qui croit en la marionnette, parce que je connais des animistes, des fervents croyants qui ont un grand respect pour la marionnette. Moi, je suis un mécréant. Je la mets à mon service comme un objet, un accessoire en prolongeant le jeu d'acteur. Donc ça fait un moment que je fais des recherches comme ça et que j'avais un peu le fantasme de créer en direct et détruire en direct une marionnette. Il me semblait que ça pouvait créer un lien physique, une sensation forte et donc encore une relation plus forte avec le public, parce que tout à coup il est témoin d'un réel risque entre guillemets qui est pris par l'acteur, à savoir qu'il ne sort pas une belle marionnette
de derrière son dos, il est obligé de la faire en direct, donc il prend le risque de rater, de pas être à l'heure, par exemple. Et il me semblait que ce côté artisanal là, du potier amateur, ça pouvait enrichir le lien de la présence des spectateurs à ce qui se passe, à ce qui se fabrique en direct. Comment faites-vous pour vous glisser dans la peau des différents personnages? Alors je ne me glisse pas dans la peau des personnages parce que pour moi les personnages n'ont pas de peau ou ne préexistent pas en fait à ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui se passe c'est d'abord pour moi la présence de spectateurs et d'un acteur et la présence d'un texte. Il y a un texte écrit qui passe à travers moi, que je suis censé savoir par cœur et que je dis. Donc je ne me glisse pas dans la peau d'un personnage comme s'il existait, comme si je savais comment il fallait le jouer. Je ne sais pas comment il faut le jouer. Et j'essaie surtout de ne pas le savoir, mais d'écouter le public, d'écouter le texte et d'écouter le public. Et selon les réactions, je modèle là aussi quelque chose. Je modèle pas seulement un visage, mais une interprétation, si on peut dire, en tout cas un jeu. Et donc, selon les soirs, eh ben, Don Juan en fait plus ou moins. Il est plus drôle ou malade, ou fou, ou triste, désespéré. Ça dépend vraiment de ce qui se passe avec le public. Donc, en ça, il n'y a pas de peau au sens où il n'y a pas un personnage figé. Je veux dire, avec une enveloppe, même l'enveloppe corporelle du personnage, elle change selon la relation. Alors comment je fais, finalement si je reformule la question, comment je fais pour arriver au personnage? J'écoute le texte, je l'écoute passer dans l'oreille du public et comment il me revient dans le corps. Il m'habite d'une nouvelle manière ce soir et donc ça lui dessine un nouveau corps, une nouvelle façon de bouger, de parler. Mais j'essaie de le faire vraiment in situ, c'est-à-dire en fonction de ce qui se passe pendant 1 heure et demie avec les spectateurs. Ce qui fait d'ailleurs que je prends le risque au début de commencer un peu doucement, sans trop savoir, pas à fond justement, parce que je ne sais pas, j'attends de voir, on va voir ce qui se passe entre nous. Comme dans une fête, comme une soirée qu'on passerait ensemble, où on n'y va pas ensemble, on attend de voir l'ambiance, quoi. Où est-ce que ça va aller cette soirée. Alors ce soir, j'étais dans un travail, j'étais dans une sorte de, comment dire, euh, je luttais contre une salle difficile, je dis contre ou avec, pour moi c'était dur, je la trouvais sèche, mate, ce que j'avais remarqué avant, hein. Je parle de l'acoustique, des propriétés acoustiques de la salle elle-même. Et non seulement, ça j'ai pas découvert qu'elle était mate, donc il y avait peu d'écho à ma voix, c'est un peu difficile pour le coup d'avoir que ça me revienne. Mais en plus de ça, je sais pas, même au niveau de l'hygrométrie, et ça je l'avais pas mesuré avant, je trouvais qu'elle était sèche. En tout cas moi j'avais la gorge sèche et je luttais. Ouais. Ça m'étonne pas, ouais. Je luttais pour. Oui, 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 c'est normal. Alors après, d'habitude, c'est moins. Je lutte moins. C'est moins. Mais là, j'étais un peu handicapé par ça, donc je luttais contre ça ce soir. Mais en revanche, je veux dire, ce qui compensait la difficulté technique de la soirée, c'était qu'il y a eu des belles réactions. C'est que même s'il n'y avait pas beaucoup d'écho, j'entendais clairement ce qui revenait du public, et puis des réactions un peu tout le temps, et sur des choses fines en plus. Donc c'est très agréable quand je vois, quand j'entends des sourires ou juste des silences un peu choqués par la provocation. Enfin voilà, j'étais porté par. Enfin, cet échange pour moi était riche. Vous avez fait le choix de ne pas utiliser de décor ni de costume. Pourquoi? Parce que. Parce que je dis parfois que le théâtre, on peut considérer qu'il évolue entre deux pôles. Il se rapproche plus ou moins de l'un ou de l'autre. Il est toujours en tension entre ces deux pôles, mais parfois plus tendu
par un côté que par l'autre. Bref, je dirais le pôle du théâtre, de la convention et le pôle de l'illusion. Il y a théâtre de convention et théâtre d'illusion, pour essayer de le faire vite. Théâtre d'illusion, c'est celui qui cherche à faire illusion, à reproduire la vie, à donner tous les signes extérieurs de la vie. Et c'est voilà, dans le théâtre d'illusion, on essaie de faire comme au cinéma, on essaie de ressembler à la vie. Alors on met les costumes qu'il faut pour ressembler, les décors qu'il faut, on prend les poses qu'il faut, les accessoires qu'il faut. Et c'est par exemple le salon bourgeois du théâtre de boulevard qui reproduit notre salon bourgeois à nous. À l'opposé, il y a un autre pôle du théâtre qui est celui de la convention, qui consiste à mettre en jeu un tout autre code selon lequel il n'y a pas besoin du tout de ressembler. Il suffit d'un acteur, et même pas d'un acteur, d'un conteur, quelqu'un qui raconte une histoire pour qu'elle existe, pour que ce dont il est question existe. Le type, il n'a rien autour de lui, il n'a que sa voix, il ne bouge même pas, il commence à vous raconter une histoire, et ça y est, vous êtes dans l'histoire, et il y a spectacle. Donc, comme on peut le deviner, moi je suis plus fasciné par, au moins pour le théâtre, par cette magie du théâtre de convention, dans la mesure où, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, ça oblige le spectateur à participer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pas de costume ou presque, pas d'accessoires ou presque, pas de décor ou presque, et que pour autant je vais m'efforcer de faire vivre 10 personnages sur 5 actes, et donc une histoire qui est faite pour 10 acteurs à l'origine, pour autant, malgré cette difficulté, pour y arriver, je vais devoir mettre à contribution le public. C'est-à-dire qu'il va bien falloir qu'il fasse un effort pour y croire, parce que je ne vais pas prendre des voix de femmes, par exemple, pour faire les femmes, ce serait ridicule, ni des postures de femmes, vraiment. Donc j'essaie de donner des signes les plus chargés, les plus convaincus et convaincants possibles, mais des signes qui obligent le spectateur à finir, Je mets en jeu quelque chose, et c'est le spectateur qui interprète. Je mets en jeu un morceau de jambe, une boule, je mets en jeu ma jambe et la boule pour essayer de faire jouer Charlotte, mais c'est le spectateur qui voit Charlotte, qui interprète Charlotte et qui voit un corps ou quoi, parce qu'au fond, il n'y a pas de Charlotte, il y a une boule de terre avec un bout de jambe. Mais du coup, ce minimum, ce qui ne veut pas dire que je fais peu de travail, au contraire, c'est très investi pour amener le spectateur à y croire. Il faut que j'y croie moi-même très fort. Ce travail de convention, c'est une convention, voilà un personnage, c'est conventionnel, on sait très bien que ce n'est pas un personnage. Mais donc, comme la marionnette, cette convention oblige le spectateur à participer. Et c'est pour moi une des clés d'une relation très forte entre la scène et la salle. Voilà, parce que voilà, le spectateur n'est pas simplement en train de consommer une image toute faite, parfaite, une illusion parfaite comme le cinéma. Il est obligé de faire fonctionner son imaginaire, projeter lui-même, le mendiant, le père, le frère, la paysanne. Donc il participe. Et par cette démarche-là, il me semble qu'on ravive ce lien fort et vivant entre spectateur et acteur, lien qui manque si souvent, à mon sens, au théâtre, et qui fait que le plus souvent je m'y ennuie. Pour vous, quel est le message transmis par cette pièce ? Je ne sais pas. Je pense que si j'avais trouvé le message de cette pièce, je ne l'aurais pas montée. Parce que je pense que lorsqu'une pièce porte un message, elle est mauvaise. C'est-à-dire que je crois que toutes les pièces qui ont survécu à l'âge, et celle-ci donc est arrivée depuis le XVIIe jusqu'à nous, donc elle doit avoir un certain mérite, et je crois que son mérite, moi je le vérifie un peu tous les jours en la jouant, c'est justement de ne pas véhiculer de message. Je pense que les bonnes pièces mettent en jeu, elles font vivre quelque chose, cette pièce met en jeu des choses qui ont à voir avec Don Juan, mais aussi les autres. Elles ont à voir avec celui qui trompe, par exemple, mais aussi avec ceux qui se laissent tromper, qui ont envie d'être trompés, sans doute. Enfin, en tout cas, ça met en jeu plein de choses qui sont dans la vie, mais ça ne dit pas définitivement, voilà ce qu'il faut en penser, ceci est bien, ceci n'est pas bien, etc. Parce que ça n'est pas le rôle du théâtre que de livrer des messages. Ça n'est pas le rôle du poète
où ça n'est pas le rôle de l'art, à mon avis, que de livrer des messages. L'art, sous toutes ses formes, est là pour remettre en jeu d'une façon complètement codifiée, pas du tout naturelle, complètement fausse, avec des notes de musique par exemple, ou avec des taches de couleur, ou avec un environnement complètement artificiel comme celui-là, et des mots appris par cœur, alors que tout le monde sait que voilà, que rien n'est vrai, tout est faux. En plus, il est vieux ce texte, ils sont vieux ces mots. Bref, tout est faux, tout est artificiel là-dedans, et pourtant, quand c'est bien fait, ça remet en jeu, donc d'une autre manière que le réel, que la réalité, c'est-à-dire que la vie de tous les jours, ça remet en jeu quelque chose de la vie de tous les jours. Nos passions, nos émotions, nos idées, nos façons d'être en relation, pas en relation, etc. Et c'est ça qui est important. Mais délivrer des messages, c'est l'affaire d'autres disciplines, d'autres domaines, par exemple, comme la politique doit nous délivrer des messages, mais pas le théâtre, à mon avis. Donc, pour Don Juan, je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé, je ne le cherche pas. Et je ne crois pas qu'il y en ait.